Elle s'appelle Sophie, elle est russe, c'est l'un des plus grands écrivains français. C'est aussi celle qui fait l'objet d'un très beau chapitre du livre le 19e parallèle, flânerie littéraire hors des sentiers battus, de l'abbé Grégoire Sellier, que j'ai le plaisir d'accueillir. Monsieur l'abbé, pourquoi, finalement, c'est la seule femme dans cet ouvrage, pourquoi avoir donné cette place à la comtesse de Ségur? La comtesse de Ségur est un grand auteur français, 30 millions d'exemplaires vendus d'après l'UNESCO. Elle vend aujourd'hui entre 10 000 et 20 000 exemplaires de ses ouvrages chaque année en France. C'est énorme, c'est énorme. Et fascinante de talent, de génie, puisque les histoires qu'elle raconte sont totalement datées. C'est des jeunes gentilshommes et des filles de la noblesse dans des châteaux avec des serviteurs, avec des cochers, etc. C'est totalement daté. Et quand les petites filles font des bêtises, elles ont encore l'air bien sages aujourd'hui. Voilà. Et en même temps, ces livres sont magnétiques, c'est-à-dire que vraiment réattirent tout le temps du public. Et je voyais là récemment une psychanalyste très connue, etc., qui n'a pas pu s'empêcher de faire un livre pour exprimer son admiration pour la comtesse de Ségur. Donc je pense que c'est quelqu'un effectivement un génie littéraire qui a créé tout simplement en France la littérature de jeunesse, parce que la littérature de jeunesse précédente était totalement illisible, c'était l'horreur absolue d'un point de vue littéraire, et qui nous a donné des types humains extrêmement puissants, et en même temps qui était une catholique fervente, une convertie, hein, une catholique fervente, et une amie de Louis Veuillot. Et donc une femme solidement antilibérale au point de vue religieux. C'est ça qui vous a aussi attiré. Voilà. Et donc, et en même temps, effectivement, une femme malheureuse, avec un mari volage, une femme qui a eu un fils qu'elle aimait beaucoup, Monseigneur Ségur, qui est devenu aveugle. Donc tout ça, une femme qui a été malade, hein, qui était pratiquement, qui était obligée d'être couchée dans la journée 5-6 heures par jour, tellement elle avait mal, et qui a écrit et qui a produit une œuvre dans un monde dans lequel les femmes n'étaient pas spécialement considérées, auquel elle a été très attentive, qu'elle a très bien mené. Elle s'est fait arnaquer par Hachette au point de vue financier, mais elle a suivi son œuvre en tant qu'œuvre. Elle a été très précise et elle n'a rien lâché sur son écriture. Pourtant, vous nous racontez, moi j'avoue que j'ai lu comme tous les enfants, j'ai lu la comtesse de Ségur, et puis je suis passé à autre chose, comme certainement beaucoup d'enfants, mais là j'ai découvert que finalement elle a écrit presque par hasard, ou par des considérations pour des raisons familiales, et que la question se pose justement du rôle de Louis Veuillot dans sa renommée littéraire. Voilà. Donc, si vous voulez, historiquement, la comtesse de Ségur, qui avait édité un petit livre à compte d'auteur 1 ou 2 années auparavant, genre La santé par les plantes de Rika Azaray, c'était quelque chose dans ce goût-là. Là, vous êtes sévère. Voilà. Mais je ne peux pas laisser passer une chose pareille. Non, c'était un livre de phytothérapie, etc. Bon, peu importe. Et comme elle a ses petites filles qui viennent souvent chez elle, elle leur raconte des histoires. En bonne grand-mère, elle leur raconte des histoires. Puis le père, enfin son gendre, est nommé à l'ambassade de Londres, donc il emmène sa femme et ses filles, et donc les petites filles modèles, n'est-ce pas, sont loin de leur grand-mère, et leur grand-mère leur promet d'écrire les histoires qu'elle leur a racontées. Donc des contes de fées qu'elle a inventés, qu'elle leur a racontés. Elle écrit donc ces histoires qu'elle envoie là-bas, et sa fille lui renvoie le manuscrit une fois qu'elle l'a lu à ses filles, pour que d'autres petits-enfants puissent en profiter, tout bêtement, si vous voulez ça. Et l'histoire raconte que, effectivement, Veuillot étant en vacances au château des Nouettes, donc chez la comtesse de Ségur, avec sa fille Olga de Pitray,
qui vient de se marier et qui se languit de son mari, parce que c'est une jeune mariée. Voilà, une jeune mariée, elle se languit de son mari, et Veuillot voit un paquet de feuilles qui va tomber d'un guéridon, donc il remet, si vous voulez, en place pour éviter que ça tombe, et là il voit que ça a été écrit par la comtesse de Ségur. Donc il dit, est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Et la comtesse de Ségur rit en disant, mais non, c'est des petites gaudrioles que j'ai écrites pour mes petites filles. Veuillot commence à lire, et il est magnétisé, il est accroché par l'écriture, et il demande à la comtesse de Ségur de lui lire ses textes. Et la comtesse de Ségur rit parce qu'elle considère que c'est des histoires de petites filles, quoi. Et Veuillot est enthousiasmé, et il lui dit, donc c'est une des biographes qui résume ça, publiez comtesse. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, je dirais... C'est la question qui se pose. Voilà, donc les biographes le disent, et donc j'avais fait un article dans lequel je reprenais cette affirmation à partir des biographies, je dirais, récentes et officielles, et ça a été contesté par un historien de Louis Veuillot, qui a dit non, ce n'est pas approuvé. Alors j'ai repris à fond le dossier en allant chercher les sources, en rapprochant les sources, etc. Et donc, cela vient de l'arrière-petite-fille de la comtesse de Ségur, qui, d'après l'ensemble des analyses que je propose, après chacun est libre, transmet une tradition familiale. Une tradition familiale qui lui a été racontée probablement par son père ou voire par sa grand-mère. Elle a connu sa grand-mère, donc Olga de Pitré, la fille qui était là ce jour-là, ou bien par son père qui l'aurait reçu de sa propre mère, qu'elle a connu évidemment beaucoup plus longuement, et qui me paraît quelque chose de très fondé. Simplement, ce qui est sûr, c'est que Veuillot va pousser la comtesse de Ségur à publier, mais ce n'est pas lui qui trouve l'éditeur, etc. Elle trouve l'éditeur probablement par son mari, qui était chef des chemins de fer du Nord, je ne sais plus lesquels chemins de fer, et qui est abordé par Hachette. Hachette a envie de créer des librairies dans les gares qui existent encore, qui s'appellent les relais. Hein. Les relais appartiennent toujours à Hachette, groupe Lagardère, et ces librairies dans les gares, et il voudrait avoir l'accord du chef de cette entreprise de chemin de fer, et évidemment, si Monsieur de Ségur, étant donné que sa femme est un peu dépressive puisque son fils vient de tomber aveugle, si ça peut lui faire plaisir d'éditer ces petits contes de fées, il est très content. Donc il a dû dire à Hachette, écoutez, est-ce que vous publieriez ma femme? Et Hachette, vous pensez bien que s'il a l'autorisation d'ouvrir, il s'en fiche complètement, même si c'est de l'argent perdu, c'est juste un petit investissement. Et en l'occurrence, ça n'a pas été du tout de l'argent perdu. Donc on édite ces contes de fées. Et ensuite, la comtesse de Ségur continue, et elle abandonne le genre conte de fées pour faire des petits romans, des petits... Ces histoires qu'on a tous lues à peu près. C'est très étonnant, je reviens sur le rôle de Veuillot, mais c'est quand même très étonnant, parce que vous dites aussi dans ce même chapitre que Veuillot était plutôt agacé par les femmes qui se piquaient d'écrire. Voilà, mais les bas bleus, comme on dit à l'époque, hein, mais bon, c'est la mentalité de l'époque, hein, c'est la mentalité de l'époque où les femmes ne sont pas vraiment au premier rang. Et donc, alors, comment expliquer qu'un homme agacé par des femmes qui écrivent va pousser une femme à être publiée, même pas à écrire, mais à être publiée? Alors, je reprends un ouvrage écrit par une féministe, ça m'étonne pas de vous. Pour prendre un exemple qui dit mais non, Veuillot n'a jamais fait ça puisqu'il n'aimait pas les femmes écrivains. Et là aussi, je propose une démonstration dans laquelle effectivement Veuillot en général n'aime pas les femmes écrivains, mais en particulier quand elles sont bonnes, il les aime. Quand elles sont de bons écrivains, il les aime. Et je le montre pour la marquise de Sévigné, et ce qui est assez attendu parce que c'est dans son esprit, et je le montre surtout pour George Sand, qui est pas du tout, avec lequel il est en conflit idéologique permanent, mais dans lequel il reconnaît sa qualité d'écriture. Et donc je dis non, c'est pas parce que Veuillot en général n'aime pas les femmes écrivains qu'en particulier il n'aime pas celles qui sont vraiment des écrivains. Et je cite les textes dans lesquels Veuillot reconnaît non pas le talent, mais le génie purement et simplement de la comtesse de Ségur. Votre chapitre sur comtesse de Ségur née Rostopchine se termine justement par
l'extrait d'un texte de Veuillot, je crois que c'est dans un courrier, oui, à Olga de Pitré, le 25 décembre 1860, pardon, et c'est un texte quasiment prophétique en fait. C'est génialissime. Il a, génialissime, il a vraiment vu le talent et le génie d'un auteur. Oui, il dit en fait qu'elle va illustrer désormais le nom Ségur et qu'elle va effacer mais tous les Ségur, tout le passé des Ségur en fait. Tous les Ségur et tous les Rostopchine ont écrit. Et il y avait quand même un académicien, il y avait quand même son fils, Monseigneur de Ségur, dont des livres ont atteint le 1 million d'exemplaires. C'est pas rien, si vous voulez. Hein. On aimerait bien. Hein. Voilà. et dans lequel, eh bien, aucun de ces auteurs, personne ne les connaît, sauf la comtesse de Ségur, qui était une Russe, qui avait un fort accent, etc. Une femme malheureuse, abandonnée, enfin trahie par son mari, etc. Donc tout était contre elle. C'est elle qui reste parmi les Ségur et les Rostopchine. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Évidemment, j'invite ceux qui nous regardent ou nous écoutent à lire votre livre et notamment ce chapitre. Hein. Le livre, c'est le 19e parallèle, flânerie littéraire hors des sentiers battus. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre personnage tout à fait différent qui mérite aussi qu'on s'y attarde.